Et tout de suite, la deuxième partie du débat sur France 24. Quelle Ukraine après la destitution du président Viktor Yanukovych? Les nouveaux dirigeants doivent nommer un gouvernement, sauver le pays de la faillite, empêcher une partition du pays que redoutent les Occidentaux. Alors, on va parler de tout ça avec nos invités. Anna Garmash est membre du collectif Euromaïdan France. Dimitri Dekochko écrit pour le mensuel Russie d'aujourd'hui et la radio Voix de la Russie. Oleg Koptsev est avec nous également, historien et géographe spécialiste de la Russie, et pas seulement de la Russie, vous nous le disiez tout à l'heure. Russie, Ukraine. J'ai des très anciennes origines ukrainiennes aussi. Et russe, je crois savoir. J'ai beaucoup d'origines dans cette zone. À vous tout seul. Et Joëlle Garriaud-Maylam est avec nous, sénatrice des Français de l'étranger, secrétaire également de la Commission des Affaires étrangères et Défense. On va revenir sur le point qu'on évoquait à la fin de la première partie du débat. Peut-être une première question pour Oleg Koptsev. Oui. Je rebondis sur ce que disait Mme Garriaud-Maylam. Il ne faut pas raisonner exclusivement, uniquement en termes d'opposition Union européenne-Russie. Ah oui. Même pas du tout. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes au pouvoir dans l'Union européenne comme Madame la sénatrice. C'est vrai, je n'étais pas tout à fait d'accord avec votre analyse sur certains petits points de détail. La Russie autocratique, c'est vrai, ce n'est pas... C'est la perception d'une Russie D'accord, j'ai compris. Alors j'avais mal compris. Malheureusement, cette perception joue énormément et jette de l'huile sur le feu, comme je l'avais dit. Ce n'est pas un régime démocratique idéal. Ce n'est pas non plus la vieille Union soviétique, et il faut pas confondre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait un petit peu sourire Anna Garmash quand vous dites que c'est pas un régime idéal. Je comprends bien parce qu'elle est en opposition avec le Kremlin. Je comprends bien qu'elle est. J'imagine qu'elle ne jouit pas de portes ouvertes au Kremlin et elle doit être mal vue là-bas. Moi, je suis tout. Cela dit, moi, je proposerais au Kremlin, il vaudrait mieux quelqu'un comme Anna Garmash que Yulia Tymoshenko. Je vote pour vous tout de suite si j'avais un passeport ukrainien. Et ce que je voulais dire, il faut négocier avec la Russie, parce que moins on négocie, plus on marginalise la Russie et qu'on la montre comme un méchant dans un jeu entre gentil et méchant, plus on va aggraver la situation et plus on va avoir une situation dictatoriale et on finira par obtenir exactement ce qu'on reproche à la Russie. On la pousse dans des extrêmes. Justement, pour revenir au risque de partition du pays, il faut bien dire que jusqu'à là, notamment, j'ai fait allusion tout à l'heure à la réunion des élus de l'Est et du Sud de l'Ukraine à Kharkov. Kharkov, c'est l'ancienne capitale ukrainienne, c'est assez symbolique, et bon, c'est dans la zone, justement, on va regarder une carte, d'ailleurs, qui va illustrer du pays de langue russe. Hein. C'est un pays bilingue, l'Ukraine. C'est comme la Belgique, comme le Canada. Donc c'est comme ça qu'il faut l'appréhender ou la comprendre. Donc vous parlez d'ailleurs, vous citez deux pays où existent d'assez fortes tensions. Hein. Bien sûr. Oui, ça existe, oui. Encore qu'au Canada, les tensions sont relatives maintenant. Juste pour avoir un aperçu visuel. Si la CEI disait aux Belges comment il faut régler... Alors juste un instant, on regarde cette carte. Pour des raisons économiques, d'ailleurs. On regarde cette carte un instant ensemble, ça peut être utile pour nos téléspectateurs. Il s'agit des résultats à l'élection présidentielle de 2010. Vous constatez que toutes les régions de l'Ouest, c'est-à-dire majoritairement ukrainophones, avaient voté à l'époque pour Yulia Tymoshenko. Viktor Yanukovych, lui, avait été plébiscité par les régions majoritairement à l'Est. Donc le clivage du pays est évident. On vous écoute. Alors, on aurait pu penser justement que, compte tenu que l'accord qui avait été signé la veille au soir entre Yanukovych et les trois partis d'opposition institutionnelle n'avait pas été respecté, puisque dès le matin, Yanukovych était renversé, que les bâtiments publics étaient occupés par les milices du secteur de droite, là, comme ils disent, et des milices de Svoboda, appuyés, c'est vrai, par une foule, mais il n'empêche qu'ils sont encadrés, disons, le gros de la manifestation et du mouvement, le noyau dur, en quelque sorte, si vous voulez, c'est ces partis d'extrême droite, hyper nationalistes, ce qui est très étonnant. Enfin, c'est une révolution qui est assez... si vous voulez, on a affaire à quelque chose comme une révolution bolchevique, mais où le parti central, le parti dirigeant, est un parti d'extrême droite. Alors, Anna Garmash, avec une vraie foule. Vous avez passé du temps à Kiev, à Maïdan.
J'ai rencontré, rien que la semaine dernière, je n'ai pas passé du temps à Maïdan, mais j'étais à Odessa au forum des Euromaïdan. Donc j'ai vu les représentants des Euromaïdan de l'ensemble de l'Ukraine. Donc je pense que j'ai une très bonne idée de ce qui se passe sur place. Et je peux vous assurer que ce que vous décrivez ne correspond pas du tout à la réalité. Il est vrai qu'il y a un secteur de droite, il est vrai qu'il y a un parti Svoboda, je ne veux pas nier cela, mais on ne peut pas dire qu'il représente l'ensemble des manifestants, mais loin de là. Même pas l'ensemble. C'est le noyau dur actif. C'est lui qui se bat dans les manifestations. C'est lui qui fait les tortues qui foncent sur la police, qui envoie les camions, mais absolument pas, monsieur. qui tire aussi. Mais évidemment, eux... Vous n'allez pas me faire la fable des manifestants pacifiques qui arrivent à tuer quand même plus d'une quinzaine de flics, en blesser plus de 70 ou 80, avec des balles ou des éclats de grenades. Bon, c'est comme ça, c'est un mouvement révolutionnaire, et à l'ouest de l'Ukraine, tous les bâtiments publics sont occupés. Est-ce que vous êtes allé à Kiev? Est-ce que vous êtes allé à Kiev? Est-ce que vous avez vu le mouvement, mais je connais Kiev, je suis en permanence au téléphone avec pas mal de gens de Kiev. Bien sûr, à partir du moment où vous n'avez pas vu les manifestations, vous n'avez pas vu, que ce soit à Kiev ou en région. Je ne nie pas le caractère populaire de cette révolution et le ras-le-bol par rapport à Yanukovych, sa famille, manifestement, etc. vous ne savez même pas ce que c'est que l'autodéfense qui a été constituée par l'Euromaïdan. Il ne s'agit pas des personnes d'extrême droite. Ils sont marginaux, les personnes d'extrême droite, même dans l'autodéfense. Apparemment, c'est eux qui ont renversé le Parlement. Enfin, c'est eux qui ont brisé l'accord qui a été signé par les partis institutionnels. Mais pas, monsieur, je ne sais pas, vous avez vu ça. Apparemment, je suis la seule à avoir été à Kiev récemment sur Maïdan. Je peux dire que j'ai été vraiment très impressionnée par la maîtrise de ces gens, l'organisation et la peur qu'ils avaient qu'il y ait justement des provocations, une étincelle qui pourrait entraîner un mouvement qui dégénérerait. Et toutes leurs énergies étaient mises justement dans ce contrôle, parce qu'on savait qu'il y avait des titouchniks, des gens financés par les partis de Yanukovych qui voulaient cette provocation, parce que c'était la seule solution pour Yanukovych de se sortir de ce problème. Et ça, on l'a vu très clairement. Et moi, je dois dire aussi que je suis choquée. Ça a fini par avoir lieu, 82, 83 morts absolument, la semaine dernière. absolument, parce que c'est très difficile de contrôler un espace aussi important, même avec tous les efforts possibles. On pouvait tirer avec des snipers des étages que ne pouvaient pas contrôler. Mais ce qui est aussi un peu choquant, c'est cette propagande qu'on entend en permanence, cette propagande qui est une posture du clan Yanukovych disant mais ce sont des fascistes, c'est l'extrême droite, il n'y a que des fascistes partout, ils veulent la fin de la démocratie. On trouve ça sur les réseaux sociaux, on entend ça en permanence et ce sont quelques agitateurs qui répètent exactement tous le même langage, les mêmes mots et c'est vraiment très agaçant. Je ne doute pas de votre sincérité, monsieur, je n'en doute absolument pas. Il y a effectivement des gens d'extrême droite, comme il y en a absolument partout, mais je crois qu'on ne peut surtout pas réduire ce mouvement, qui est un mouvement démocratique extrêmement fort, extrêmement positif, à ces quelques éléments qui ont peut-être effectivement profité de cette situation ou qui ont voulu répondre à cette situation et qui eux aussi ont utilisé leurs armes. Mais quand j'entends que l'étranger, j'ai même entendu dire que l'Union européenne armait les fascistes pour combattre. Non, mais attendez, c'est effrayant d'entendre des choses pareilles. Ce genre de rumeurs qui circulent fréquemment dans des situations analogues. Certes. Vous parliez de la discipline. Des instructeurs russes qui apprendraient à tirer. Enfin, mais ce sont des informations officielles. C'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, mais ne sont pas officiels. C'est le SBU aujourd'hui, contrôlé justement par les partis d'opposition qui justement posent un services problème. Secrets qui ont effectivement le ministère de l'Intérieur qui a effectivement changé de main puisqu'il était aux mains d'un pro-Yanukovych il y a quelques jours encore. Il est aujourd'hui aux mains d'un partisan de Yulia Tymoshenko. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'équilibre dans ce pouvoir. C'est ça qui va être un problème. Vous avez d'un strict point de vue juridique, vous avez que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est confondu avec le président du Parlement. Parlons justement donc de la politique ça va poser un problème ukrainienne à présent. Et c'est ça qui risque d'augmenter le risque effectivement de scission dans le pays. Parce que, logiquement, le gouvernement devrait se constituer après la réforme constitutionnelle. Là, il y aura forcément un gouvernement provisoire. Le gouvernement doit être constitué d'ici mais mardi. Mais il devrait y avoir une réforme constitutionnelle qui devrait être travaillée par l'ensemble des Ukrainiens, ce qui n'est pas le cas.
les députés justement qui se sont réunis à Kharkov, malgré leur volonté de ne surtout pas rajouter de l'huile sur le feu pour risquer de faire éclater le pays, ont mis en garde aussi contre le fait qu'ils ne voulaient pas qu'à Kiev, des mesures soient prises sans eux, et sans leur consultation et sans leur avis. Aujourd'hui, en Crimée, la Rada de Crimée s'est déclarée carrément libre par rapport à Kiev, ne reconnaissant plus le pouvoir du pouvoir central. de Kiev. Et à Kiev, vous avez sur le Maïdan des gens très pacifiques, mais qui prennent pourtant la parole sur la tribune et qui vous expliquent, vous avez ça sur YouTube, qui vous expliquent, s'il y en a des, alors c'est des gros balaises du secteur de droite, effectivement, qui expliquent, s'il y en a des qui veulent se séparer de l'Ukraine, on va leur répondre avec ça en brandissant leur Kalachnikov. Alors, Dmitri Lukotchko, je vous interromps un instant parce que je veux faire parler tout le monde. Vers une tension. Mais il y a eu une volonté politique des deux côtés d'essayer de maintenir le pays ensemble, jusqu'à présent. Absolument. Oleg Koptsev, on revient en fait à la question que posait Anna Garmache en tout début de débat. Que se passe-t-il à présent, à partir de maintenant? Que peut-il se passer? Que doit-il se passer? Il faut surtout que ce qui se passe ne se passe pas comme en Égypte. Oui. Ou simplement qu'on remplace une clique de corrompus par une autre clique de corrompus. Et ça ne peut se faire justement qu'avec une entente cordiale entre l'Union européenne et d'autres acteurs en jeu, notamment la Russie. Le pouvoir russe reste quand même corrompu profondément. Oui, avec des tendances dictatoriales, mais tout de même, on a vu qu'il y a eu une énorme évolution entre la Russie de Yeltsin et la Russie de Poutine actuellement. Il y a eu quand même beaucoup d'ordre qui a été rétabli en Russie. Un ordre oppresseur, mais ce n'est pas l'anarchie. C'est sous Yeltsin. Croyez-moi, j'ai vraiment vu de mes yeux des horreurs. Il y avait une énorme liberté, ça c'était formidable. On pouvait dire tout ce qu'on voulait. En revanche, c'était comme un pays africain en pleine déliquescence. Au moins. Poutine a rétabli un certain ordre, un ordre qui ne nous plaît pas, qui ne me plaît pas non plus, mais il y a moins de corruption déjà que sous Yeltsin. Alors il y a un savoir-faire qui n'est pas, hélas, toujours démocratique, mais qui peut jouer pour au moins de la stabilité. Il faut un petit peu de réel politique aussi. Mais Oleg Koptsev, je voudrais parler de la scène politique intérieure ukrainienne. Il y a eu une révolte. Un président est tombé à l'issue de cette révolte. Aujourd'hui, il va bien falloir que la politique reprenne ses droits. Il va bien falloir incarner à nouveau les aspirations des différentes partie de la population ukrainienne. Mais là, il faut des têtes nouvelles. Là. Oui. Alors Anna Garmache, peut-être. Ils ont essayé de rejouer Timoshenko. Vous avez vu. Mais ça, c'est vraiment ressortir Timoshenko de la naphtaline. Non, c'est ce qu'ils ont essayé. Anna Garmache, à ce sujet, ils ont essayé, mais elle a des casseroles. Premier ministre, égérie de la Révolution Orange en 2004. Aujourd'hui, c'est un personnage politique qui ne fait pas du tout l'unanimité, y compris aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, hier, elle est venue sur le Maïdan, elle a fait un très beau discours, on avait l'impression de l'avoir très fragilisée. En revanche, l'ensemble des manifestants ne l'acceptent pas vraiment. Pas du tout même. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été en prison en effet pour de mauvaises raisons, mais c'est une personne qui n'a pas forcément fait que du bien au pays. C'est-à-dire que c'était une des personnes qui finalement avait conduit à des guerres de pouvoir interne après 2004. Et elle représente toujours aux yeux des Ukrainiens, c'est ce qu'on dit en tout cas, l'affairisme, ce fonctionnement en clique de la politique ukrainienne. Tout à fait, je dois le dire justement. C'est pour ça que les manifestants ne l'acceptent pas. Parce que la phrase qui circule systématiquement, c'est que nous ne sommes pas morts pour qu'elle vienne au pouvoir. Alors, énorme point d'interrogation, qui pour répondre, pour incarner les attentes des manifestants? Bruxelles, l'Union européenne, c'est ça le problème. Non, mais le problème, il est là. Oui. C'est que Bruxelles s'est dit, ça va être nous, ça va être Bruxelles, ça va être l'Union européenne. Et le problème, c'est qu'on fait des promesses, on fait miroiter monts et merveilles, et après... quand la vraie pagaille se déclenche, là, on se dit, mon Dieu, qu'avons-nous fait? La réponse d'Anna Garmache à cette question? Oui, alors...
il se trouve qu'il y a une très grande différence, je ne cesse de le répéter. Parce qu'il y a des élections présidentielles, je précise, dans 2 mois, moins de 2 mois. Absolument, oui, tout à fait. Mais la très grande différence entre ce qui s'est passé en 2004 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en 2004, en effet, la foule a soutenu une personne, un président, et lui a fait confiance. Elle a été très déçue. Voilà. Aujourd'hui, justement, la foule ne fait confiance à personne. En d'autres mots, le mot d'ordre, c'est responsabilité. C'est le fait de responsabiliser les personnes qui viendront au pouvoir, parce que finalement, personne n'est entièrement accepté. Personne. Mais l'idée, c'est que ces personnes-là finissent par répondre devant le peuple. À partir du moment où on arrive à mettre une relation comme ça en place, ce sera un succès. Les élections sont dans 3 mois. J'avais raccourci un petit peu le calendrier. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger aussi et qui ne peut qu'émerger avec de nouvelles valeurs et ce rejet effectivement de l'affairisme. A-t-elle émergé cette nouvelle génération? Parce que les nouveaux visages de lui laisser un peu de temps. Bon, il y a quand même Klitschko dont tout le monde sait qu'il n'est pas corrompu, qu'il a fait sa fortune tout seul, mais il y a d'autres personnes. Il ne remporte pas une adhésion massive. Non, mais ça viendra. Mais je crois que l'opposition va se ressouder. Il y a une échéance précise qui est le 25 mai, donc dans 3 mois. Oui. La nouvelle génération peut-elle émerger d'ici là? Elle n'a pas émergé à la faveur de cette révolte. Vous avez quelqu'un comme Poroshenko qui est en train de prendre de plus en plus d'importance dans la politique actuelle ukrainienne. Et en plus, il serait russo-compatible. Parce que ça aussi, je crois que c'est important. On ne peut pas choisir un leader qui serait en confrontation totale avec Moscou. Enfin, moi, je miserais plutôt sur lui. Et il m'a paru, dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui, quelqu'un de très sensé. Mais il y en a d'autres. Je pense à l'ancien vice-premier ministre de Timoshenko qui avait démissionné, Viktor Pinzenik, qui est quelqu'un de remarquable et dont tout le monde salue l'honnêteté, l'intégrité, qui n'a absolument pas baigné dans la moindre corruption. Donc il y a des gens qui sont très valables en Ukraine. Évidemment, un leader ne peut pas émerger immédiatement, mais cela va se faire, à mon avis, de manière très naturelle. Et j'espère que l'opposition se ressoudra autour de lui. Mais je partage un petit peu ce que vous aviez dit pour Timoshenko, parce que ce qui lui a été reproché par toute l'opposition, c'est qu'en fait, c'était aussi la seule à s'opposer au retour à la Constitution de 2004. Elle n'en voulait pas, et ça, c'était une erreur politique et stratégique assez importante. Dmitri Kochko, sur cette relève, ce renouvellement de la classe politique on ne les connaît pas encore. ukrainienne. C'est comme dans toute situation révolutionnaire. Vous allez voir surgir les Robespierre. Alors tout le problème, c'est de savoir, là, actuellement, malheureusement, ils sont en train de prendre une tendance qui risque d'être assez dangereuse, y compris justement pour l'unité du pays. C'est que là, par exemple, ce soir, cet après-midi, ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient faire des lois pour faire des chasses aux sorcières. Alors ils appellent ça la loi lustrante, la lustrante, c'est-à-dire le nettoyage des administrations, de des adversaires, quoi. Qu'ils allaient commencer à limiter peut-être l'existence des partis, etc. Ça, c'est très mal parti si jamais ils commencent à faire ça, d'autant plus qu'ils n'ont pas vraiment de légitimité pour le faire. Et puis que ça va forcément être appuyé sur de la force, quoi. Donc ça peut être très mauvais, et notamment pour le risque d'éclatement du pays, puisque et puis l'autre danger, c'est de savoir aussi s'il y aura quelqu'un de l'opposition institutionnelle, que ce soit Klitschko, que ce soit quand même Timoshenko, arrivera à reprendre en main justement ces masses qui sont indignées par le système ukrainien clanique, de clics, des enrichissements, de la corruption, etc. Et le noyau dur, justement, de l'extrême droite, qui quand même pousse, bien évidemment. Est-ce qu'ils arriveront à reprendre le dessus ou pas? Ça, on ne sait pas. Et puis l'autre inconnu, c'est la Crimée. Là, oui, mais de toute façon, il y a un travail aussi face à la justice qui est totalement corrompue. Par exemple, il faut remettre les choses en état. Et je ferai le parallèle un peu avec l'Europe de l'Est, à la chute du mur, où il y a eu des changements radicaux. Et vous avez toute une classe politique très très jeune qui a émergé. Souvenez-vous ce qu'on nous avait dit il y a 20 ans. Quand on disait que quand le mur était en train de tomber, on disait la priorité c'est la justice. Et le FMI et tous les spécialistes à l'époque nous ont ri au nez en disant non, la priorité c'est les marchés libres. Voilà où on en est. En Ukraine, aujourd'hui et demain, dans les semaines, les mois, les années à venir, est-ce qu'un changement profond est possible, le changement qu'appellent de leur vœu les gens qui ont alimenté cette révolte à Maïdan, ou est-ce que ça va être juste un changement de visage? Si il y a une classe sociale dirigeante,
parce qu'on ne va pas s'en débarrasser du jour au lendemain, qui comprend enfin qu'il faut partager, simplement. L'Ukraine a énormément d'opportunités devant elle. Moi, j'ai vu également évoluer l'Ukraine. Alors, c'est un petit peu plus, c'est moins stable que la Russie. Il y a beaucoup plus de problèmes économiques, mais quand même, l'Ukraine va beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Il y a des opportunités, mais simplement on ne partage pas le gâteau. Alors quand vous aurez une clame en rue, je pourrais le dire pour la Russie aussi. Hein, non, les oligarques en Ukraine sont bien plus puissants. C'est vrai. Mais en Russie aussi, les oligarques russes pourraient un petit peu partager un peu mieux aussi leurs bénéfices. Si, je ne dis pas d'installer un système de taxation à la française, comme nous avons ici, mais il faut être raisonnable. Simplement. Il faut comprendre qu'on ne peut pas monopoliser tous les bénéfices du progrès économique. Et quand on comprendra ça, alors là, il y aura une stabilité réelle. Une toute dernière question, très brièvement. Anna Garmache, elle est pour vous. Que vous disent les gens à Maïdan? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui l'espoir l'emporte sur la crainte ou pas? Véritablement, oui, bien sûr, puisque les gens ne se sont finalement pas battus pour rien. Évidemment, l'espoir remporte. Mais en effet, il y a des craintes, et y compris celle de la distribution un petit peu arbitraire des portefeuilles, etc. Il y a cette crainte-là. Mais justement, le but, c'est de pouvoir exercer un certain contrôle là-dessus. Puisque finalement, le Maïdan a appelé non pas juste à la démission du président, mais aussi à de nouvelles élections. Mais le Maïdan appelle aussi à de nouvelles élections parlementaires, de sorte à ce que tout cela, toute cette transition, se fasse d'une façon démocratique. Puisque les institutions, il ne s'agit pas juste de mettre, comme le dirait mon opposant ici, il ne s'agit pas juste de mettre les autres têtes de l'opposition. Oui. L'idée, c'est d'avoir... C'est pas juste l'alternance, c'est un changement profond. C'est un changement profond, et justement, ce changement doit être légitime. C'est pour ça qu'on appelle aux élections en premier lieu. Anna Garmache, merci beaucoup. Je remercie tous nos invités de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24 pour le débat ce soir. Toutes ces questions pressantes qui se posent à l'Ukraine, on va évidemment continuer de suivre ça sur France 24. Et puis, on va regarder ça aussi d'une autre manière, avec un œil sur les médias. Et je rejoins Karim Yahyaoui qui va nous dire ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et notamment, je vois des toilettes en or. Alors, on va commencer de façon un petit peu plus légère. Cette photo a été très partagée sur les réseaux sociaux. C'était prétendument les toilettes de la résidence de Yanukovych. Alors, c'est totalement faux. Le fameux symbole des excès des années Yanukovych, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette image-là est fausse. Ce trône n'était pas celui de Yanukovych. Par contre, le site BuzzFeed fait un petit tour d'horizon de cette résidence qui a fait couler beaucoup d'encre. Ce fameux zoo avec tout un tas d'animaux, des cochons, des zébus, etc., etc. Donc là, notamment avec le bateau pirate, on est dans la résidence de Yanukovych. On est dans la résidence de Yanukovych. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est parti, eh bien, tout le monde est venu la visiter, cette maison, presque comme un lieu touristique. Alors, ces images-là sont assez étonnantes. On a même vu des manifestants venir s'initier au golf sur ce 18 trous. Je ne sais pas la qualité de ce golf, mais en tout cas, ils ont testé. Et puis, cette collection de voitures, de motos, eh bien, on a partagé ces images sur les réseaux sociaux. Mais plus sérieusement, dans cette résidence, on a aussi trouvé des dossiers jetés à la hâte. 160 dossiers, on n'a sans doute pas eu le temps de les brûler. Alors évidemment, les journalistes se sont précipités sur ce qui peut être une mine d'informations. On a évidemment essayé de sauver ce qu'on pouvait sauver. Tout un tas de documents qui concernaient de l'argent qui a été utilisé par Yanukovych, notamment pour retaper une partie de cette résidence à hauteur de 70 millions de dollars, ce qui est quand même une belle somme. Certains soulignent qu'il gagnait théoriquement 100 000 dollars par an en tant que président. On trouvait aussi cette image assez étonnante, puisque ces manifestants et ces journalistes qui sont arrivés sur les lieux ont demandé à une bibliothèque qu'elle leur prête un canon à chaleur pour permettre de rendre à ces documents... Et ils sont en train de sécher les papiers qu'ils ont récupérés dans le lac. Ils sont exactement en train de les sécher avant, pour certains d'entre eux, pour les plus importants, de les publier sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Alors, on a trouvé des listes concernant des opposants, des journalistes. Alors, ça peut susciter une certaine inquiétude, notamment
notamment des informations concernant une journaliste qui avait enquêté sur le train de vie de Yanukovych et qui a été agressée il y a quelques mois en décembre sur l'autoroute. Alors évidemment, tout ça suscite un certain nombre de questions sur sur les enquêtes qui pouvaient être menées par Yanukovych et par ses proches. Alors évidemment, on ne parle pas que de sa maison et des documents qui ont été trouvés. Certains médias, ici La Voix de la Russie, relayent les inquiétudes de Dimitri Medvedev. Alors on parle aussi sur le site Slate de cette frange d'extrémistes. Alors on a l'impression que chacun se renvoie la balle. Les pro-russes expliquent qu'en face ils sont noyautés par des extrémistes. Les pro-européens expliquent que les pro-russes sont noyautés par des extrémistes. Alors du côté de la Russie, on ne raconte pas n'importe quoi, en tout cas c'est ce que souligne le site Slate, puisque du côté de l'opposition, il y a cet homme dont on a régulièrement parlé, Oleg Tiegnibok, qui a demandé à ce que les chaînes de télévision russes soient interdites en Ukraine. Un chef du parti nationaliste Svoboda en Ukraine. D'accord, Karim Miryaoui, avec un œil sur les médias, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24, c'était Paris Direct, et vous retrouvez dans quelques instants un nouveau journal sur France 24.